Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elskia pour l'épisode 64 de Parlons Constitution, deuxième vidéo sur le contrôle de constitutionnalité. On va se demander comment saisir le juge. La dernière fois, on avait vu quel était le juge, qui devait faire ce contrôle, qui avait le pouvoir d'exercer ce contrôle. Maintenant, on va voir comment saisir ce juge. Alors rappelons le contexte, on est dans le contexte des contrôles de conformité qu'on avait vu à l'épisode 62, donc 2 épisodes plus tôt. On avait dit que ces contrôles étaient nécessaires pour l'état de droit et le respect de la hiérarchie des normes. Aussi, chose importante pour nous aujourd'hui, c'est la non-rétroactivité de la suppression d'une loi anticonstitutionnelle. Je rappelle l'article 62 alinéa 2 de la Constitution de 1958, donc de notre Constitution actuelle en France de la Ve République. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Ce qui est important ici, c'est abroger à compter de la publication de la décision du Conseil. Donc on parle d'abrogation, donc il n'y a pas de rétroactivité. On avait dit aussi qu'il y avait modulation des effets dans le temps de l'abrogation qui était possible. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas une nouvelle loi, eh bien, l'ancienne loi existe toujours. En gros, l'ancienne loi est abrogée tant qu'il n'y a pas une nouvelle loi pour la remplacer. Et bien sûr, il y a un délai pour qu'il y ait cette nouvelle loi. Le Conseil, ou plutôt pour nous, la Cour constitutionnelle, va dire vous avez 1 mois, le législateur a 1 mois pour remplacer les dispositions législatives non constitutionnelles par d'autres constitutionnelles. Ça évite quoi? Ça évite que quelque chose qui était réglementé, quelque chose d'important, comme par exemple les conditions d'une garde à vue, ça évite que ces conditions, que ces choses réglementées, ces dispositions législatives importantes, soient balayées et qu'il n'y ait plus rien qui réglemente cette matière importante. C'est une question en fait de sécurité juridique aussi, ça évite qu'il y ait un vide. Le Conseil, la Cour constitutionnelle va dire « Attendez, j'abroge, mais pas tout de suite. Le législateur a 1 mois pour remplacer les dispositions législatives qui vont être abrogées. » Si c'est pas le cas, au bout d'1 mois, c'est abrogé, même s'il n'y a pas de nouvelles dispositions législatives. Autre chose importante qu'on avait dit, c'est que le contrôle de constitutionnalité par un juge, il est légitime, car il permet d'avoir une constitution complètement effective, entièrement effective, qui s'applique réellement. Aussi, la Constitution, c'est l'expression directe du souverain, donc c'est normal qu'elle soit au-dessus des lois et qu'elle justifie en fait un contrôle de constitutionnalité des lois. On avait aussi commencé à aborder cette question, le contrôle de constitutionnalité des accords et traités internationaux, parce qu'en fait il y a un conflit entre le niveau constitutionnel et le droit international ou le droit européen aussi. Donc en fait, entre la partie conventionnelle et la partie constitutionnelle, qu'est-ce qui est au-dessus de quoi, qu'est-ce qui doit respecter quoi? Et là, il y a un conflit. Il y a un conflit car d'après le droit international et le droit de l'Union européenne, le droit international est supérieur à tout le droit national, y compris la Constitution. Mais d'après l'article 55 de la Constitution de la Ve République, les traités et accords sont au-dessus des lois, ok, ça c'est très bien. Sauf que d'après l'article 54 de la Constitution, eh bien, la Constitution est supérieure aux engagements internationaux. En fait, il y a un conflit de vision de la hiérarchie des normes. Donc, contrôle ou pas, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. On avait déjà commencé à en parler dans l'épisode 62, mais justement, on avait dit qu'on allait plus en parler dans l'épisode 64, parce que c'est vraiment le moment, puisqu'ici, on va parler de comment saisir le juge, sur quoi, et donc aussi sur la question du contrôle de constitutionnalité des accords et traités internationaux. Alors, autre rappel maintenant, celui de l'épisode précédent bien sûr, qui exerce le contrôle de constitutionnalité, on l'a vu, on l'a redit, je l'ai déjà dit, c'est la Cour constitutionnelle, l'actuel Conseil constitutionnel, mais qu'on va renommer, pourquoi? Pour lui donner sa pleine place en tant que juge. C'est une réelle juridiction, c'est donc une cour et non pas un simple conseil. Donc c'est un juge spécifique, car le droit constitutionnel est un droit spécifique et primordial au cœur du contrat social. Aussi, le juge administratif intervient également, mais uniquement pour les règlements autonomes, car il a la connaissance des actes administratifs et la compétence habituelle de les juger. Si vous voulez plus de détails, allez voir l'épisode précédent. On avait aussi rajouté ceci, c'est la question en interprétation constitutionnelle qui est à la discrétion du juge administratif. En gros, c'est le juge administratif qui va poser une question s'il le décide, s'il le souhaite, c'est lui qui décide s'il veut le faire ou pas. Il va poser une question à la Cour constitutionnelle sur l'interprétation d'une disposition du niveau
constitutionnelle pour interpréter la Constitution ou une autre disposition du bloc de constitutionnalité. Ce qui va ensuite l'aider à juger les règlements autonomes qu'il a à juger en matière de constitutionnalité. Bon, tout ceci étant rappelé, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec le premier type de contrôle, le contrôle a priori. A priori, c'est pour empêcher l'inconformité. En fait, on intervient avant. Donc actuellement, c'est prévu à l'article 61 de la Constitution. Il est dit, les lois organiques avant la promulgation, donc on est entre le vote et la promulgation, on est entre l'adoption et la promulgation. Aussi, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application. Donc c'est toujours à chaque fois entre le moment où c'est validé, c'est voté, et le moment où ça entre en vigueur, où c'est promulgué, où c'est le moment en fait de l'appliquer. On est avant la validation finale, avant la promulgation, avant le référendum, ou avant tout simplement la mise en application d'un nouveau règlement pour l'Assemblée nationale par exemple. Donc, ces lois organiques, ces propositions de loi mentionnées à l'article 11 et les règlements des assemblées parlementaires doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Doivent, c'est obligatoire. Ensuite, l'article 61 continue, aux mêmes fins, les lois peuvent, donc là c'est facultative, être déférées au Conseil constitutionnel, toutes les lois, avant la promulgation toujours, par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ou 60 députés, ou 60 sénateurs. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, etc., etc. Et ça continue, dans les cas prévus aux 2 alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'1 mois. Donc là c'est un délai qui permet en fait à la loi, au référendum, au règlement, d'être jugé dans un délai relativement court, puisque c'est important. C'est pour permettre à la loi de s'appliquer rapidement, car parfois, quand on fait une loi, c'est pour qu'elle s'applique assez rapidement, hein. C'est pas pour qu'elle s'applique 3 ans plus tard. Souvent lié à l'agenda politique, donc à des questions politiques, à des événements ou à des situations qu'il faut corriger. Pas toujours, hein, mais c'est souvent le cas. Donc il y a un délai qui est prévu, et je suis d'accord avec ce délai. L'alinéa 3 continue. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à 8 jours. Le gouvernement peut dire, attention, c'est urgent, monsieur le Conseil constitutionnel, donc pour nous la Cour constitutionnelle, j'aimerais que tu juges dans les 8 jours. Et l'article 61 se termine par un dernier alinéa. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. Parce que normalement, il y a un délai pour promulguer la loi, mais s'il y a un contrôle de constitutionnalité a priori qui est effectué, eh bien le délai ne court plus, c'est normal. Donc, on l'a vu, c'est bien entre l'adoption et la promulgation de la loi concernée. Aussi, j'aimerais dire quelque chose d'important qui n'est pas mentionné ici, mais qui est logique et qui est important, c'est que c'est jamais sur le fond d'une loi constitutionnelle ou de révision fondamentale, mais ça peut être sur la procédure, c'est-à-dire tout ce qui permet de faire adopter au final toute la procédure, qui vote, etc. Tout ça, ça peut être jugé, mais jamais sur le fond, parce que le fond, c'est l'expression de la volonté du souverain. Et là, vraiment, puisqu'au niveau constitutionnel, c'est l'expression directe de la volonté du souverain. On l'a dit en rappel, et c'est logique que la Constitution, que le niveau constitutionnel, même s'il est révisé, mais qu'il n'est pas tout simplement renouvelé entièrement, s'il est juste révisé, même s'il est juste révisé, on ne peut pas faire un contrôle vis-à-vis du reste de la Constitution ou de ce qu'il y avait avant. C'est logique. Si je change quelque chose, si je change une loi par exemple, je peux pas dire « Ah non, je ne vais pas changer la loi parce que ça viendrait contredire la loi elle-même ». Bah non, c'est logique, tu changes la loi justement parce que tu veux plus qu'il y avait avant. Donc si tu changes le niveau constitutionnel, si tu changes la constitution avec une loi constitutionnelle, ou si tu fais une révision fondamentale, qui dans parlant constitution, je le rappelle, c'est une procédure pour permettre la révision des droits fondamentaux. Si tu fais ça, tu interviens directement sur le niveau constitutionnel, donc forcément, il n'y a plus de contrôle de constitutionnalité qui est possible là-dessus. Sur la procédure, oui. Sur la procédure, évidemment. Mais seulement sur la procédure, jamais sur le fond, pour ce qui est des lois constitutionnelles ou des révisions fondamentales. Alors le juge administratif, est-ce qu'il a, lui, un contrôle a priori ? Eh bien non, il n'est pas concerné par ça, il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité a priori des règlements autonomes. Alors voici une proposition de réforme, parce qu'il ne me convient pas tout à fait cet article 61. En fait, il faudrait surtout le mettre à jour, l'adapter à cette nouvelle constitution qui est définie, qui est créée ici par Parlement Constitution. Donc le Premier ministre deviendrait au moins un directeur, puisque je le rappelle, il y a 3 directeurs dans la Constitution qui sont en fait l'équivalent du Premier ministre.
Le Sénat serait remplacé par la Chambre des sages. Il y aurait aussi la suppression des propositions de loi mentionnées à l'article 11, c'est-à-dire des référendums législatifs, qui ne sont pas possibles tant par la Constitution. J'avais déjà expliqué pourquoi, je ne vais pas le réexpliquer maintenant. Il y a les vidéos sur quel type de référendum, donc n'hésitez pas à aller regarder la playlist de Parlons Constitution. Et alors, pour les accords internationaux. Les accords et traités internationaux, on a dit au tout début de l'épisode qu'on allait revenir dessus. Est-ce qu'il y a un contrôle a priori? L'article 54 nous dit, si le Conseil constitutionnel saisi par le président de la République, etc., c'est exactement les mêmes que pour l'article 61, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver, donc cet engagement international, j'ai fait des petites coupures pour raccourcir un peu, ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Donc il y a une possibilité via cet article 54 de demander à la Cour constitutionnelle de faire un contrôle de constitutionnalité des mesures, des clauses d'un engagement international. Et s'il est bien noté que l'autorisation de ratifier ou d'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution, c'est que la Constitution est, d'après la Constitution elle-même, au-dessus des engagements internationaux. Alors moi j'apporterai une petite modification, petite mais très importante. On l'avait dit à l'épisode 57, le contrôle doit être obligatoire. Obligatoire. Là c'est sur saisine du président de la République, etc. Non, ça doit être obligatoire. Chaque accord ou traité international, avant l'autorisation de ratifier ou d'approuver, il doit y avoir un contrôle obligatoire pour éviter toute inconstitutionnalité. Et s'il faut, il peut y avoir une révision de la Constitution pour ensuite, faire pareil comme l'article 54, là d'abord on révise la Constitution et ensuite on peut autoriser la ratification ou l'approbation parce que la clause contre la Constitution ne serait plus contre la Constitution puisqu'on a révisé. Bon, ça c'est possible. Ça reste toujours possible, mais ce n'est pas facultatif ce contrôle. Ce contrôle doit devenir obligatoire. Bien, passons maintenant au contrôle a posteriori. Donc là, c'est après l'entrée en vigueur, après la promulgation, après la publication au journal officiel de la République française. Là, on ne vient plus empêcher l'inconformité, on vient la corriger parce qu'elle a lieu, elle a eu lieu, et là, on va vouloir la corriger. Comment est-ce qu'on la corrige? Donc là, c'est seulement sur le fond. Forcément, la procédure, les vices de procédure législative, on va plus les contrôler parce que c'est trop tard, c'est passé. Donc il n'y a plus que du contrôle interne sur le fond et plus de contrôle externe. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on a? Actuellement, on a l'article 61-1. L'article 61-1 nous dit que à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, donc on va être dans un procès, il est soutenu qu'une disposition législative, donc par un avocat, par la défense, on est injusticiable et on fait soutenir par notre avocat, ou c'est lui qui nous propose de soutenir, cette affirmation, c'est qu'une disposition législative porte atteinte à nos droits et libertés que la Constitution garantit. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le Conseil constitutionnel pourra être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la procédure QPC, pour question prioritaire de constitutionnalité, qui est donc, comme je l'ai dit, à l'initiative des justiciables lors d'un procès, à tous les stades de la procédure devant une juridiction, de l'ordre administratif ou judiciaire. On ne le voit pas très bien dans l'article lui-même, mais en fait il y a 3 filtres. Le juge du fond de l'instance en cours. Donc, dans le procès, il y a le juge qui va, vérifier si la question peut être posée ou non. On va voir juste après les conditions. Ensuite, c'est renvoyé au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, selon si on est dans l'ordre judiciaire ou dans l'ordre administratif. Et enfin, si c'est bien sérieux, si la question mérite d'être posée, alors c'est transmis à la Cour constitutionnelle. Donc, quelles sont ces conditions? Ce que les juges vont regarder, c'est si la loi est applicable au litige. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de raison de poser une question prioritaire de constitutionnalité. Le juge va vérifier aussi si la loi n'a pas déjà été déclarée conforme. Sauf si, bien sûr, il y a un changement de circonstance de droit ou de fait qui nécessiterait qu'il y ait un nouveau contrôle de cette conformité. Aussi, il y a le caractère sérieux et nouveau de la question qui est apprécié. Bon, ça paraît évident, ça paraît logique qu'il faut que ce soit une question sérieuse et nouvelle, et que la loi ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme, mais ce sont quand même des choses qu'il faut vérifier à chaque fois, donc c'est important de le redire. Donc ça, c'est pour le contrôle de constitutionnalité des lois. Qu'en est-il pour les règlements autonomes? Qu'en est-il pour le juge administratif? Là, le juge administratif, donc pas forcément le Conseil d'État, aussi les tribunaux administratifs, aussi les cours d'appel administratives, vont intervenir pour les règlements autonomes uniquement, on l'avait vu à l'épisode 63, donc je vais pas revenir dessus. Tout simplement,
quand il y aura par exemple un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif, un règlement autonome, plus précisément, eh bien là il y aura contrôle de légalité et aussi contrôle de constitutionnalité. Et petit rappel là, c'est pour se souvenir, les décrets d'application d'une loi ne sont pas soumis au contrôle de constitutionnalité par le juge administratif. Pourquoi ? Parce que ce sont des décrets d'application d'une loi, donc s'ils appliquent seulement une loi, eh bien, si cette loi est constitutionnelle, le décret d'application est censé être constitutionnel, et aussi, le juge administratif ne peut pas regarder la constitutionnalité d'une loi. Donc, un décret d'application d'une loi, c'est la théorie de la loi écran, la loi fait écran, la loi empêche, elle est censée être constitutionnelle, donc le décret qui en découle est censé aussi être constitutionnel. Donc on regarde pas s'il est constitutionnel ou non. Alors vous avez remarqué, j'en ai parlé à la fin de l'épisode dernier, je dis tout le temps constitutionnel, parce que j'arrive pas à prononcer ce mot. Bon, c'est pas très grave, on arrive à comprendre, mais bon, c'est un peu rigolo quand même. Allez, on continue, qu'est-ce que je propose comme réforme ? La proposition de réforme, c'est en fait un ajout. La QPC hors instance. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, là, l'idée, c'est que ce soit hors du procès. Ensuite, une fois que les filtres sont passés, c'est transmis à la Cour constitutionnelle comme actuellement. Bon. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ce serait plus une question prioritaire de constitutionnalité devant un juge ? Si. Bien sûr que si. La personne doit justifier d'un intérêt personnel, direct et actuel. Donc sur une disposition législative applicable à sa situation et lui faisant grief. Dans ce cas-là, s'il y a ces conditions-là plutôt, et qu'il démontre qu'il n'a pas de moyen de faire une QPC, de contester la loi via un contentieux classique, alors, dans ce cas-là, il va pouvoir saisir le juge directement sur une loi qui lui fait grief, mais sans qu'il y ait rien n'a contesté via un contentieux classique, qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas d'acte plutôt administratif à contester, ou quoi que ce soit qui lui permette en fait, d'aller sur un procès, de faire un procès, d'intenter un procès qui lui permette ensuite de poser une question prioritaire de constitutionnalité. S'il ne peut pas, parce que c'est une loi qui lui interdit de faire quelque chose et qu'il ne veut pas se mettre en illégalité, mais qu'il juge que cette loi qui lui empêche de faire quelque chose est anticonstitutionnelle, est inconstitutionnelle, ne respecte pas la Constitution, alors il peut faire une QPC hors instance. Il va saisir le juge administratif, le juge judiciaire, bien sûr ça doit être lié à la loi qu'il veut attaquer. Le juge du fond va faire le premier filtre, ensuite renvoyer au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, qui va ensuite vérifier les mêmes choses, et éventuellement envoyer à la Cour constitutionnelle. Et ce sont les mêmes conditions que pour une QPC, sauf bien sûr la condition loi applicable au litige, puisqu'ici on est hors d'un litige. Et c'est le même procédure de filtrage comme je viens de le dire. Ça permet quoi ? Ça permet vraiment à une personne qui ne peut pas faire de QPC, parce que pour faire une QPC, il faut avoir quelque chose à attaquer, il faut rentrer dans un procès, il faut qu'il y ait un litige. S'il n'y a pas de litige, mais qu'il y a une loi qui lui fait grief, et que la personne a un intérêt personnel direct et actuel contre une disposition législative qu'il pense, et peut-être a raison, sans doute a raison, avec des arguments quand même assez solides, qu'il pense être anticonstitutionnel, inconstitutionnel, alors dans ce cas-là, il pourra faire une QPC hors instance. Comme j'ai dit, c'est un exemple très simple. Une loi nous interdit de faire quelque chose, on pense qu'elle n'a pas le droit, cette loi, de nous interdire de faire ça. Le seul moyen de faire une QPC, c'est de faire cette chose, et qu'on nous réprimande, et ensuite de contester cette répression. Mais si on avait tort, même un tout petit peu tort, c'est nous mettre en danger. Parce qu'on devra quand même subir l'amende. Parce qu'on devra quand même subir, tout ce que l'administration va mettre contre nous, parce que la loi l'aurait dit. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire une QPC, même si on n'a pas de litige direct, mais qu'on a un intérêt, que la loi nous fait grief. Donc, attente à nos droits et libertés fondamentales principalement. Ensuite, parlons des accords et traités internationaux. On l'a dit, bien sûr, dans la première partie, c'est moins nécessaire de les contrôler a posteriori. Pourquoi ? Parce qu'on a un contrôle obligatoire a priori. C'est ce que je propose, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, car il peut y avoir une révision de la Constitution. S'il y a une révision constitutionnelle, qu'est-ce qui va se passer ? La Constitution change, donc des engagements internationaux peuvent ne plus être conformes à la nouvelle Constitution, aux nouvelles dispositions. Eh bien, dans ce cas-là, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 bloque. En fait, c'est marqué aux articles 27 et 46. L'article 27 de cette convention nous dit « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'article 46. Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne. Donc, une fois qu'il est adopté, qu'il est ratifié ou approuvé, le traité ou l'accord international, il doit être exécuté.
même s'il est inconstitutionnel. L'article 46 continue, le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne. Concernant la compétence pour conclure des traités, ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale. Bon, qu'est-ce que ça nous dit de façon plus tangible? Qu'est-ce que ça nous dit d'une façon plus compréhensible par tout le monde? Ça nous dit tout simplement que si la personne qui a consenti pour l'État, au nom de l'État, l'a fait dans une procédure irrégulière, de façon inconstitutionnelle, en ne respectant pas la procédure, s'il n'a pas la compétence de le faire, si c'est en violant le droit interne, donc la Constitution, une fois que les autres États ont pris connaissance, du tampon, pris connaissance que le traité a bien été ratifié ou approuvé, même si ça s'est fait de façon illégale dans cet État-là, eh bien, ça ne peut pas vicier son consentement. En gros, on ne peut pas revenir en arrière. À moins, bien sûr, d'entrer dans un processus de négociation, de renégocier le traité, etc., de façon politique. Mais de façon juridique, non. À moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale. Sachant que c'est précisé, une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi. Ce qui, en droit français actuellement, serait quand même contestable. Et surtout, si c'est juste parce qu'il y a une révision constitutionnelle qui a été, qui est intervenue, eh bien ça ne rentre pas dans le cadre de l'article 46. Donc on revient dans le cadre de l'article 27, qui dit qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité, y compris la révision de la Constitution, y compris une révision fondamentale. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'État est toujours contraint en droit international d'exécuter le traité, d'exécuter l'accord international, de le respecter. Bien, ce que je propose, c'est pas vraiment un contrôle de constitutionnalité, même pas du tout. C'est le juge, ici le juge judiciaire, qui va informer, ou administratif, le juge judiciaire ou administratif qui va informer et demander au gouvernement de régulariser l'engagement international. En gros, d'intervenir politiquement. Le juge va contrôler la constitutionnalité a posteriori d'un accord ou traité international, et va dire, ok, c'est plus conforme à la Constitution, ou c'est pas conforme à la Constitution, donc il faut changer cet engagement international pour qu'il devienne conforme à la Constitution. Il va juste le demander, il a aucun pouvoir. Il n'a pas le pouvoir d'imposer au gouvernement. Actuellement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Le juge judiciaire, le juge administratif, va exercer un contrôle de conventionnalité, et par la même occasion, peut voir s'il y a contradiction entre une norme de niveau constitutionnel et une norme internationale ou européenne. Vous êtes dans le droit interne, donc ce sera le droit interne, la Constitution qui sera privilégiée. Mais là, ce que je veux ajouter, c'est que le juge informe et demande au gouvernement de régulariser la situation. Donc politiquement, en renégociant ou en sortant de l'engagement international qui pose question. Mais aucune contrainte. Aussi, le juge doit informer le président de la République, la Cour constitutionnelle et le Parlement, donc les trois chambres, même si c'est l'Assemblée nationale et la Chambre des sages qui sont ici les plus intéressés par cette information. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un problème assez grave de hiérarchie des normes, surtout dans ma vision de la hiérarchie des normes, qui est une vision constitutionnaliste. Moi, je suis pas d'accord avec la vision du droit international, qui dit que le droit international est supérieur au droit interne, à tout le droit interne. Non. Ma vision, c'est que la Constitution est au-dessus de tout, y compris les accords qui ont été passés par l'État. Donc au-dessus du droit international. Bien, donc on a vu, les deux contrôles de constitutionnalité, le contrôle a priori, le contrôle a posteriori. On les a vus. Mais il y a d'autres saisines de la Cour constitutionnelle qui existent. Alors la liste ici n'est pas exhaustive, j'ai pu en oublier notamment des petits détails, puisqu'il y a des contrôles très précis. On va voir plutôt, dans les grandes lignes, les autres saisines de la Cour constitutionnelle. Le juge constitutionnel, c'est le juge aussi du contentieux des élections nationales, donc présidentielles et législatives, pas européennes. Présidentielle, législative, européenne, c'est le juge administratif. Donc ça, c'est prévu à l'article 58 qui nous dit « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. » Il dit est-ce qu'ils sont valides ou pas. L'article 59 nous dit aussi que le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Donc, c'est par tout candidat ou toute personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription où l'élection est contestée. Maximum 10 jours après les résultats, pour éviter de contester, pendant toute la durée du mandat.
Donc là, s'il y a un problème, il faut que ce soit corrigé rapidement, il faut qu'il y ait une vraie raison, il faut que ce soit contesté tout de suite, dans maximum 10 jours après les résultats. Aussi, la Cour constitutionnelle intervient sur ou pour l'organisation de ces élections présidentielles et législatives, surtout des élections présidentielles avec les parrainages, puisque les parrainages sont déclarés à la Cour constitutionnelle. Aussi, la Cour constate les inéligibilités de ces élus, donc président de la République, députés et sages. C'est notamment le cas en cas de fraude à l'élection, comme un compte de campagne par exemple, ou une absence de déclaration patrimoniale à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. La Cour constitutionnelle intervient aussi sur les incompatibilités de leur mandat avec des fonctions ou des activités. Donc c'est saisi par un parlementaire, la saisine est par un parlementaire, par le bureau de son assemblée, donc soit l'Assemblée nationale, soit la Chambre des sages, ou par le garde des Sceaux, c'est-à-dire le ministre de la Justice. Le parlementaire en cause a 30 jours pour régulariser sa situation, sinon il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat. Donc il perd son mandat d'élu. Et ici on parle des députés et des sages. Aussi, la Cour intervient dans le cadre de l'empêchement du président de la République, puisqu'il y a une saisine par le gouvernement sur un empêchement temporaire ou définitif, on l'a vu à l'épisode 29. La Cour constitutionnelle intervient pour l'organisation et pour le contentieux des référendums nationaux, donc ça c'est ce qui est prévu à l'article 60 de la Constitution de la Ve République. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre 15. Il en proclame les résultats. Donc la Cour est informée et consultée, il y a information et consultation par le gouvernement, plus le contentieux. Ici, j'ai pas mis le féminin, j'ai oublié parce qu'on parle du Conseil constitutionnel dans l'article 60, j'ai pas mis à jour par rapport à la Cour constitutionnelle qui devient du coup féminin. Bon, peu importe, c'est pas très important. L'idée ici, c'est qu'en cas de référendum national, il y a information et consultation par le gouvernement. Et le contentieux est aussi réglé par la Cour constitutionnelle. Alors bien sûr, je l'ai dit au cours de cet épisode, je l'ai rappelé en fait, il n'y a pas de référendum législatif, mais il y a d'autres types de référendums. On ne les a pas encore vus, puisqu'on n'a pas encore parlé du référendum constitutionnel, puisqu'on n'a pas encore vu la révision de la Constitution. Est-ce que c'est par référendum ou pas? Voilà, je me prononce pas, mais on a au moins parlé du référendum pour la révision fondamentale, donc ça entre là-dedans. Et aussi, les référendums au titre 15, il me semble que c'est pour ce qui concerne l'Union Européenne. Donc ça, c'est pas vraiment changé par la Constitution, par cette série. Bien, on continue. Il y a aussi la répartition des compétences entre le domaine de la loi et le domaine réglementaire. Ou aussi, voir si une loi, une proposition de loi ou un amendement est contraire à une délégation qui a été faite pour les ordonnances. Voilà, je vais pas revenir sur la question des ordonnances, on l'a vu à l'épisode 33. Donc sur la répartition des compétences entre les domaines de la loi et le domaine réglementaire, c'est les procédures de délégalisation des lois prévues à l'article 37 alinéa 2 et d'irrecevabilité prévues à l'article 41. Donc ça on l'avait vu dans l'épisode 31. Ensuite, il y a le contrôle de la conformité à l'obligation d'étude d'impact pour un projet de loi. Bah dis donc, il y en a quand même pas mal en fait, des saisines autres, ça commence à faire beaucoup. Et pourtant, j'ai marqué que c'était non exhaustif. Parce qu'il y a peut-être des petits détails, je peux pas non plus rentrer dans le détail de chaque cas, là on balaye tout de façon générale, parce qu'on l'a vu dans d'autres épisodes notamment, mais aussi c'est quand même important de le rappeler pour bien voir comment est-ce qu'est saisie la Cour constitutionnelle. Donc, le contrôle de la conformité à l'obligation d'étude d'impact pour un projet de loi. On l'a vu à l'épisode 32, c'est uniquement en cas de désaccord entre la conférence des présidents et le gouvernement sur une saisine du président de l'Assemblée intéressée ou des directeurs. Donc, Assemblée intéressée, Assemblée nationale ou Chambre des sages. On a ensuite les états d'exception et pouvoirs exceptionnels, donc ça c'est des épisodes vraiment plutôt récents, c'est l'épisode 59, les recours accélérés à la Cour constitutionnelle en cas d'état de siège. Aussi, il y a la QPC, et j'ajoute la QPC hors instance, puisqu'on l'a vu dans cet épisode-là, mais on l'avait pas vu dans l'épisode 59, là c'est pour les états d'urgence. La QPC et aussi la QPC hors instance sont transmissibles directement par le juge des référés avec une décision sous 7 jours. En gros, on accélère ces procédures en limitant le nombre de filtres, puisqu'il n'y a plus que 2 filtres, le juge des référés et la Cour constitutionnelle, et la décision est aussi réduite dans le temps, puisqu'elle intervient sous 7 jours. C'est pour l'état d'urgence, ça, je l'ai pas noté à l'écrit, mais je le précise, c'est pour l'état d'urgence. En cas d'état d'urgence, il y a cette accélération de la procédure de la QPC, ou de la QPC hors instance. On avait vu aussi les pouvoirs exceptionnels à l'épisode 60. Les consultations de la Cour constitutionnelle, on en avait parlé, donc des consultations pour engager ces pouvoirs exceptionnels, pour les débuter, pour les déclarer, si on veut, pour les commencer, pour les mettre en œuvre.
Et il y a aussi, bien sûr, la saisine pour savoir si les conditions qui justifient le recours à ces pouvoirs sont toujours réunies. Enfin, dernière utilisation, on en a déjà parlé, c'est la question en interprétation constitutionnelle, on a vu dans les rappels. C'est par le juge administratif à sa discrétion lorsqu'il juge de la constitutionnalité d'un règlement autonome, donc je renvoie à l'épisode 63. Merci à toutes et tous. Conclusion. Conclusion, contrôle de constitutionnalité a priori par la Cour constitutionnelle. Donc on rappelle tout. Le contrôle a priori, c'est entre l'adoption et la promulgation de la loi concernée, jamais sur le fond d'une loi constitutionnelle ou d'une révision fondamentale. C'est obligatoire pour les lois organiques, les règlements des assemblées et les traités ou accords internationaux. Là, sinon, c'est la saisine par le président de la République, ou au moins un directeur, ou le président, la présidente de l'Assemblée nationale, ou président, présidente de la Chambre des sages, ou 60 députés, ou 60 sages. Ensuite, il y a le contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois. Donc uniquement sur le fond, et pour les lois. Pour les lois, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la procédure QPC, donc à l'initiative des justiciables lors d'un procès, avec 3 filtres, le juge du fond, donc du procès qui est en cours, par exemple tribunal administratif, tribunal judiciaire ou cour d'appel, etc. Ensuite, c'est transmis directement au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, si ça passe le premier filtre. Là, il y a un deuxième filtre, et ensuite, c'est transmis à la Cour constitutionnelle, donc 3e filtre. Il y a ensuite la procédure QPC hors instance que j'ai ajoutée, c'est s'il y a un intérêt personnel direct et actuel, mais qu'il n'y a pas de moyen de faire une QPC, qu'il n'y a pas de litige. Donc pour éviter de se mettre en infraction et de créer un litige, pour pouvoir contester une loi qui nous fait déjà grief, qui porte déjà atteinte à nos droits et libertés fondamentales et qui est déjà inconstitutionnelle. Aussi on avait dit que si un accord ou un traité est non conforme, notamment s'il y a une révision de la Constitution, eh bien le juge administratif ou judiciaire informe et demande au gouvernement de régulariser, donc d'intervenir politiquement. Il n'y a pas possibilité de faire une contrainte, de mettre une contrainte juridique là-dessus. Et enfin, on avait vu d'autres saisines de la Cour constitutionnelle, donc aller revoir le grand 3, notamment car c'est un juge électoral national. Bien, donc on a traité entièrement les contrôles de conformité dans l'épisode 62, le contrôle de constitutionnalité dans l'épisode 63 avec la Cour constitutionnelle qui doit exercer ce contrôle, et comment saisir le juge, quelle procédure, avec cet épisode 64. Mais on va continuer quand même un petit peu sur ce sujet, surtout sur la question de la protection des libertés et droits fondamentaux, puisque en plus de la Cour constitutionnelle, il y a quelque chose d'autre, il y a un autre organisme qui vient protéger les libertés et droits fondamentaux. Mais on verra ça dans le prochain épisode. C'était Healthcare. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode, d'avoir suivi la série en général, de continuer de la suivre, de liker, n'hésitez pas à liker, à commenter sur Discord, voilà. N'hésitez pas à partager, ça permet à la chaîne de se développer, ça permet à ces vidéos d'atteindre plus de monde, et ça me rend très heureux. Merci à tous et tous, c'était Healthcare pour l'épisode 64, à la prochaine pour l'épisode 65 sur... Vous saurez la prochaine fois, allez à plus.